en général. Donc, donc, il fallait faire toutes ces adaptations et avec beaucoup de travail, j'ai pu avancer avec de l'aide aussi de beaucoup d'amis qui étaient là, qui m'ont donné des conseils et tout ça là. Bon, au fait, j'avais bénéficié d'une bourse d'exemption de frais de scolarité où je pouvais payer comme les étudiants québécois. Donc, c'était ça ce que j'avais. Donc, il fallait que je négocie avec mon département pour pouvoir bénéficier d'une recherche, d'une charge de cours et aussi des corrections de papier. Donc, je devrais corriger à Polytechnique, je devais corriger des étudiants de bac, faire des surveillances pour pouvoir boucler les fins du mois. Et aussi, la famille qui m'avait accueilli à l'aéroport, euh, j'avais demandé si je pouvais trouver un petit job et j'ai trouvé un job de garde d'enfants, babysitter. Imaginez-vous, donc, venu d'Afrique, je n'étais pas habitué. Évidemment, j'ai gardé mes petits frères et sœurs, mais que garde d'enfants, babysitter soit mon métier ou bien soit mon job. On a perdu ton son, on ne t'entend plus. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Micro fermé. Oui, ça c'est bon. Excusez, j'ai eu un appel non prévu. Est-ce que c'est bon maintenant? OK. Alors, donc c'est ça. Et finalement, j'ai eu un truc de babysitter et c'était au fait, la particularité de ça, c'était que moi, je suis un homme, je devrais garder une fille handicapée. Donc, il fallait qu'on me fasse confiance vraiment à 1000%, pas à 100%, mais à 1000%. Donc, c'est parce que dans les premières semaines, dès que je suis arrivé, j'ai su démontrer ce niveau de confiance. J'ai su démontrer qu'on pouvait me faire confiance dans un pays où j'étais étranger. Et donc, petit à petit, je devrais finir mes cours à Polytechnique à 13 heures, prendre le métro, prendre un autobus, aller attendre l'autobus scolaire pour qu'on descende l'enfant. Je prends l'enfant dans une poussette, amener à la maison, donner à manger, changer, en tout cas, tout le tralala. Il fallait rapidement parce que fallait que je boucle mes fins de mois. Et aussi, bon, finalement, je me suis fait des amis. Les parents de l'enfant sont toujours mes amis aujourd'hui. Et on s'échangeait beaucoup comment on vit dans nos pays et tout ça là. Donc, ils ont appris. Moi aussi, j'ai appris et ça a accéléré mon intégration. J'ai appris comment les gens se débrouillaient. Enfin, la culture québécoise en général, j'étais vraiment curieux, je posais beaucoup de questions et ça m'a beaucoup aidé. Et ils m'ont présenté des gens de fil en aiguille. J'ai élargi mon réseau social. Euh, je me souviens quand le mois de février, fin février, mars arrivait, on était allé à la cabane à sucre. C'était ma première cabane à sucre. Je suis allé me bourrer de sucre et des oreilles de Christ, comme ça on les appelait. Ça m'a tellement fait rire. Et donc, c'était des éléments importants d'intégration. Et comme ça, les conversations avec les amis, les collègues d'école, d'université étaient beaucoup plus agréables parce qu'il fallait rapidement parler leur langage et s'adapter d'une certaine façon. Ça, c'était vraiment la vie à Polytechnique. Donc, je devrais rapidement finir ma maîtrise. Mon directeur de thèse me disait que, Monsieur Messi, chaque jour que vous passez avec moi en recherche ou en train de rédiger votre mémoire de maîtrise, mais vous perdez $150 par jour. Donc, plus vite vous terminez votre maîtrise, mieux c'est pour vous, pour que vous alliez gagner de l'argent ailleurs. Ou bien si vous voulez faire votre PhD, ben, vous pouvez le faire, mais voilà les paramètres. Donc, il m'a dit ça, mais écoutez, j'ai travaillé nuit et jour. J'ai terminé ma maîtrise en 15 mois. J'ai fait ma soutenance, je pense, au mois d'octobre ou novembre 1900,
95, je suis arrivé en début 94. Hein. Donc, c'était assez. J'avais terminé la maîtrise beaucoup longtemps avant de faire la soutenance. Donc, c'était ça. Et je donnais les cours, je donnais aussi des cours, je faisais beaucoup de coaching aussi, d'élèves au bac, aussi d'autres étudiants en maîtrise qui n'avaient pas nécessairement de base en mathématiques. Donc, je faisais aussi du coaching et du travail pour gagner un peu d'argent et ajouter $1 à la fois à mon salaire quand je faisais. J'ai oublié de vous dire, quand je faisais la garde d'enfants, je pense que c'était $2 ou $3 de l'heure. Et donc, je gagnais $2 ou $3 l'heure. Et donc, imaginez-vous, par jour, par jour, je faisais 3 heures par jour. Donc, je devrais quitter la maison là-bas autour de 17-18 heures. J'arrivais avec le métro, tout ça, j'arrivais autour de 14-15 heures. Je dois repartir à 17-18 heures dans ce sens-là. Donc, ça faisait à peu près 2h30, 3 heures par jour que je devrais faire. Et petit à petit, 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit que finalement, bon, ça bouclait, ça bouchait un trou, comme on disait, comme on pouvait dire. Et donc, petit à petit, j'ai élargi mon réseau, mon réseau de contacts, surtout social et aussi au niveau scolaire, où je me suis impliqué dans l'association étudiante là-bas à Polytechnique. Et finalement, quand j'ai fini de soutenir ma maîtrise, mon directeur de thèse m'a proposé un job de chercheur. Donc, je suis resté au GERAD, qui est un groupe de recherche en recherche opérationnelle, recherche appliquée, où j'ai participé au développement d'un logiciel qui était finalement commercialisé par la compagnie Adobe Technologies, qui a été acheté par une compagnie américaine dans les années 2010, comme ça. Donc, mais quand je travaillais au GERAD et à Polytechnique, à l'Université de Montréal à ce moment-là, bon, ça ne payait pas beaucoup, ça bouclait. Voilà. Donc, oui, on va parler de la neige bientôt. Donc, quand je faisais ma maîtrise aussi, là où j'habitais, j'ai constaté que les gens ramassaient beaucoup de neige. Il y avait une compagnie, un contracteur qui venait ramasser la neige. Et j'ai vu que les gens payaient ce contracteur-là. Donc, j'ai observé ça. Moi, je n'avais jamais ramassé de la neige de ma vie. Le pire fois que j'ai constaté dans ma vie, c'était dans le congélateur à la maison. Et même, on a fabriqué la neige quand j'étais en laboratoire polytechnique de Thiès. Mais bon, c'était théorique, enfin, théorique, mais le froid intense comme ça, non, je ne connaissais pas. Et donc, il y avait pas loin de là où j'habitais, il y avait une place où on louait des machines comme des tondeuses et aussi des souffleuses à neige que je n'avais jamais manipulées avant. Et donc, j'ai vu un peu comment les entrepreneurs faisaient quand ils viennent ramasser la neige. Eux, ils faisaient ça avec de grosses voitures. Donc, je suis allé poser la question aux propriétaires des différentes maisons autour de moi pour dire si je leur faisais ramasser la neige là. Moi, je suis un voisin. Je suis là, donc si la neige tombe à 3 heures du matin, ben, je vais me lever pour aller ramasser. Donc, ça fait un avantage concurrentiel pour eux. Et aussi, j'ai demandé combien on leur payait, ils m'ont dit. Donc, j'ai fait rapidement le calcul et je suis allé voir aussi la compagnie qui louait les machines. Eux, ils pouvaient louer la machine à $20 pour 4 heures de temps. Donc, pour moi, le calcul est vite fait. Et j'ai proposé pour les maisons, j'ai proposé d'avoir $20. Et donc, avec, à l'intérieur de 4 heures, au début, j'ai fait 2 maisons. Mais avec le temps, j'ai fait comme 4 ou 6 maisons. Alors donc, pour moi, le profit est assez rapide. Et donc, je n'avais pas de cash. Ce que j'ai fait, j'ai négocié avec la compagnie qui faisait la location. J'ai dit, écoutez, j'ai laissé ma carte d'identité. Et je leur ai dit, je suis voisin chez vous, vous n'avez rien à craindre, vous pouvez me louer le truc, et puis après 4 heures, je vous amène l'argent. Donc, je n'ai pas déboursé $1, je suis allé, j'ai pris la machine, comme ce n'était pas loin, j'ai marché avec, et ensuite,
Quand j'ai terminé de ramasser la neige, on m'a payé et ensuite je suis allé payer la compagnie qui louait les machines. Donc, c'était des règles de base de l'entrepreneuriat, il fallait se débrouiller. Et ils étaient très contents de mon travail parce que j'avais un service à la clientèle impeccable. Et s'il y avait une partie qui n'était pas bien déneigée, ils me disaient, j'allais corriger cela. Et donc, finalement, le bruit s'est propagé. Et donc, j'ai étendu mes activités dans une bonne partie du quartier et aux voisins élargis. Également, en été, j'ai aussi demandé si je pouvais couper le gazon. Ils ont dit oui. Et bon, ils voyaient que j'étais gentil, j'étais sociable, vraiment facile à discuter. Donc, ils m'ont vraiment fait confiance. Ils m'ont donné ce contrat-là et j'ai ramassé un petit pactole d'argent comme ça en faisant du boulot, en ramassant la neige et puis en coupant le gazon. Donc, je mélangeais tout ce job-là pour pouvoir boucler mes fins de mois et pouvoir me faire des économies. Et aussi, il fallait que je puisse vivre aussi un peu. Donc, c'était ça un peu l'histoire de la neige et puis du gazon. Finalement, quand j'ai terminé la maîtrise, j'ai dû aller à Rivière-du-Loup parce que je cherchais du boulot en plus du travail au Gérard, à Polytechnique. Donc, j'ai trouvé un job à Rivière-du-Loup. Pour ceux qui connaissent un peu Rivière-du-Loup, c'est une ville qui est à 5 heures ou à peu près 5-6 heures de Montréal. Donc, je n'ai jamais été à Rivière-du-Loup. Je n'ai jamais été au-delà de Québec, de la ville de Québec. Donc, j'ai fait les entrevues. Finalement, j'ai gagné. Et, et quand j'ai eu le boulot, je n'avais pas de voiture. Alors donc, j'ai pris l'autobus de transport en commun. Je suis allé à Rivière-du-Loup. La première nuit, je suis resté dans un coin loué par mon directeur. Et ensuite, le lendemain, j'ai dû m'acheter une voiture d'occasion. J'ai négocié la voiture à $300. C'était une Mazda 323, Mazda 323, couleur grise, je m'en souviens très bien, qui était bien rouillée. Mais bon, ça faisait le travail. Il fallait que j'ai aussi des roues cloutées, ce que j'ai fait. Et donc, c'était un job d'ingénieur en automatisation et de consultant ingénieur en automatisation. Je devais visiter plein d'entreprises dans la région. Finalement, je devais développer aussi la clientèle, développer le site web. Donc, j'avais beaucoup de chapeaux, aussi bien comme ingénieur, comme gestionnaire de projet, consultant, tout le pactole, parce que c'était une petite entreprise. On était 3, finalement, on est devenu 5 parce que les activités ont bien augmenté. Et je me suis fait plein d'amis dans la ville de Rivière-du-Loup. J'étais le seul noir de la ville. Hein. On était 20 000 habitants. J'étais le seul noir. Et donc, il fallait que je sois plus que parfait. Parce que si je faisais quelque chose, on va dire que tous les Noirs sont comme ça. Alors, donc, il fallait quand même que je porte le drapeau haut les mains. Et ce que j'ai quand même eu l'opportunité de faire, on joue au football, au soccer, et euh, et des activités comme le volleyball. On allait prendre aussi dans les fins de semaine, prendre la bière d'épinette, des sorties en raquette, tout ça là. Bon, donc, c'était vraiment amusant. Et on me posait beaucoup de questions. OK, en Afrique, comment les gens vivent et tout ça là. Finalement, j'ai proposé au Cégep de Rivière-du-Loup de donner un cours sur l'Afrique, ce que c'est que l'Afrique, que c'est un continent et les différents pays, présenter la géographie de l'Afrique, aussi l'histoire de l'Afrique, les différents royaumes, l'esclavage, la colonisation, les indépendances et tout ça là, ce que j'ai fait et les gens ont adoré cela. Le premier cours, comble, les amphithéâtres étaient complètement vraiment pleins et il a fallu que ils étendent, ils changent de classe. Donc, les gens étaient contents
Et j'ai toujours des amis à Rivière-du-Loup aujourd'hui, où je vais, quand je suis à Montréal, de temps en temps, je vais en vacances à Rivière-du-Loup et j'ai étendu ça à Rimouski, dans tout le bassin Laurent et aussi dans le Charlevoix, en fait, ça m'a permis de faire le tourisme intra-québécois où j'ai visité beaucoup de régions que je ne connaissais pas du tout avant. Donc, ça, c'est vraiment au niveau social et tout. Bon, après, il y a du loup, j'ai dit que bon, je veux quand même avoir des compétences à gestion, ce que j'ai eu et j'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai appliqué à HEC Montréal. J'ai été accepté au MBA HEC Montréal en 98. Et quand je suis allé à HEC Montréal, j'ai démissionné à Rivière-du-Loup et j'ai trouvé aussi, pendant que je faisais mon MBA, j'ai trouvé un travail au GN à l'UTEC comme ingénieur et chef de département génie électrique à GN à l'UTEC, une compagnie qui faisait de la fabrication d'équipements d'aluminium, d'équipements de fabrication d'aluminium pour des clients comme SNC-Lavalin, Rio Tinto, Alcan, Péchinet et tout ça là. Et donc, maintenant, au niveau quand j'étais à HEC Montréal, pour le MBA, je me suis impliqué beaucoup à l'association des étudiants MBA du Québec, de HEC Montréal. J'ai fait campagne électorale pour être élu vice-président et trésorier général au niveau des finances. Donc, je faisais partie du conseil d'administration de l'association des étudiants MBA HEC Montréal. Et donc, c'est là où j'ai appris ce que ça voulait dire vraiment faire partie d'un conseil d'administration. Je l'ai appris, je ne l'avais jamais fait auparavant. Et j'ai appris comment des décisions étaient prises avant que les réunions de conseil n'aient lieu. Donc, il y avait des négociations. Donc, ça m'a appris à développer mes argumentations, mais tout l'argumentaire, quand il y avait des décisions, il fallait proposer ça aux gens, demander des amendements. Donc, finalement, mes décisions étaient même acceptées par la majorité avant la réunion. Donc, c'est comme ça qu'on construit un consensus et ça me sert toujours aujourd'hui. C'est rare que j'amène une décision dans une réunion et que ça soit rejeté parce que tout le gros du travail est fait avant la réunion. Donc, ça, c'est une leçon apprise durant ça. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer des grands de l'économie québécoise et canadienne, des présidents de Bombardier qu'on invitait ou on côtoyait. On devait négocier aussi des trucs avec IBM, avec Jean Coutu, avec des patrons de Pharmaprix pour demander des commandites et tout ça là. Donc, ça m'a beaucoup formé. Et également la vie associative, ça m'a permis d'avoir un réseau de contacts professionnels assez solide. Et ça me sert toujours aujourd'hui. C'est des gens avec qui je suis toujours en contact professionnel et tout ça là. Au niveau de GN et à l'UTEC, j'avais terminé, quand j'ai terminé mon MBA, j'ai développé tout le plan de marketing de la compagnie, leur nouveau programme de communication, vraiment tout ce que la compagnie manquait comme niveau de gestion moderne. Et j'ai commencé le MBA en 1998, j'ai terminé en 2000. Donc, quand j'ai terminé le MBA en 2000, voilà, il y a une vie avant et après le MBA. Ma valeur s'est multipliée finalement quand j'ai terminé le MBA. J'ai fait quelques mois chez GN et à l'UTEC. Et puis, bon, j'ai dû quitter parce que j'ai eu une offre chez Gage Tektronix où je suis allé comme directeur de développement de nouveaux produits. Ça m'a permis de voyager dans beaucoup de pays et beaucoup de continents, surtout dans la haute technologie. Hein. Nos concurrents étaient Agilent Technology, HP, et les clients étaient des compagnies comme Nokia, Ericsson et des compagnies, la défense, la NASA, la défense américaine, des compagnies comme Dassault en France et tout ça là, en Allemagne, en Italie. Donc, je suis allé voir plusieurs clients là-bas. Et aussi, c'était un gain d'expérience très, très intéressant. Bon, ça, c'était finalement en 2000, j'étais chez Tektronix jusqu'en 2003. Et 2003, il y avait toute une crise des technologies. Il y avait une bulle technologique qui était un peu
qui a explosé dans cette période-là. Donc, j'ai perdu mon emploi en 2003. Ça, c'était un choc parce que je l'avais jamais, j'avais perdu d'emploi auparavant. Alors, j'ai créé mon entreprise de consultation en gestion de projet. Je me suis fait faire une certification en gestion de projet, PMP. Donc, la perte d'emploi a stimulé un gain d'améliorer mes compétences et puis d'élargir mes réseaux. Donc, avec ma compagnie, j'ai eu de nouveaux contrats. Je me suis impliqué au PMI Montréal, Project Management Institute. Je suis devenu vice-président d'activité. Et vice-président d'activité, il y avait plusieurs challenges, plusieurs défis. Il y avait une participation de 20 personnes par activité. Avant que je ne prenne la vice-présidence, c'est passé à 120 à l'intérieur de 3-4 mois parce que j'avais amené des méthodes nouvelles où j'allais directement solliciter des présidents d'entreprise, aussi bien des professionnels, aussi bien des présidents et des directeurs pour venir parler concrètement de leur expérience aux gens qui venaient à nos activités. Et donc, ça a créé énormément d'engouement pour les activités et on a augmenté les cotisations. Et donc, ça a renfloué les caisses de PMI Montréal. C'était une innovation. J'étais le fondateur du premier, il y a ce qu'on appelle une communauté de pratique au PMI Montréal. Je suis le fondateur de la première communauté de pratique au PMI Montréal sur les bureaux de gestion de projet. Et donc, j'ai créé ça parce que j'avais vu des exemples aux États-Unis, tout ça là. J'ai proposé ça, ça a été accepté. Donc, c'était vraiment super. Au-delà de ça, je passais à beaucoup d'événements, de réseautage, mais j'ai vu que dans plusieurs de ces activités, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants, il n'y avait pas beaucoup d'Africains ou des gens d'autres origines. Donc, j'ai décidé avec d'autres amis de créer le REPAF, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, parce que je voulais partager toute l'expérience que j'accumulais, les difficultés que je rencontrais. Je ne voulais pas garder ça pour moi seul. Je voulais partager ça et j'étais sûr, en discutant avec d'autres amis, qu'il y avait des gens qui vivaient les mêmes expériences ou les mêmes difficultés, les mêmes défis. Et donc, l'idée, c'était quand il y a des annonces de job quelque part, qu'on mette ça sur une liste de distribution, partager ça avec nos amis, avec les gens du réseau. Et donc, c'était ça l'idée de base. Partager nos expériences et comme ça, les gens ne vont pas réinventer la roue. Ils vont pouvoir accélérer leur développement professionnel. Donc, ce qu'on a fait, on avait lancé le REPAF en 2005, le 20 novembre 2005. On attendait 20 personnes, 15-20 personnes. Et le soir du lancement, on s'est retrouvé avec 70 personnes, ce qui est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande, un besoin qu'on a comblé. Et Carl est d'ailleurs un des premiers cotisants du réseau parce qu'il faut, pour être membre, il faut payer. Carl est le premier ou le deuxième, je pense, qui a payé effectivement sa cotisation pour être membre du REPAF. Le REPAF est un réseau vraiment ouvert à tous ceux qui, soit des Africains d'origine ou bien des gens qui sont sympathisants, qui veulent faire avancer des activités de partage d'expérience et aussi le commerce avec l'Afrique ou les relations d'affaires avec l'Afrique. Donc, c'était ça, on a développé des programmes de mentorat d'affaires, mentorat professionnel, pour partager les expériences des gens. Comme ça, les gens peuvent rapidement apprendre. Et c'est du mentorat qui mélangeait les gens vraiment de toutes les origines. Cela veut dire que des gens qui ont moins d'expérience vont se mettre avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience pour bénéficier de leur expérience et donc apprendre rapidement. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Le premier programme de mentorat pour la diversité au Québec, ça a été développé au REPAF et c'est nous qui l'avons fait. Et on a fait des plaidoyers à l'Assemblée nationale du Québec, des félicitations, on a fait des mémoires pour nous assurer que la diversité soit bien représentée dans les sociétés d'État, au niveau des conseils d'administration, au niveau des partis politiques. Aujourd'hui, vous voyez que les partis politiques ont de plus en plus d'immigrants
au niveau des partis politiques, vous allez voir Parti québécois, Québec solidaire, Parti libéral et tout ça là. Aujourd'hui, ils ont des gens qui sont de diverses origines, mais il y a 20 ans de cela, ce n'était pas comme ça. Hein? Ce n'était pas donné. Donc, c'est le fruit de plusieurs plaidoyers, de plusieurs pressions qu'on a dû faire. J'ai rencontré plusieurs premiers ministres, que ce soit Bernard Landry, Jean Charest, Philippe Pouillard, différents ministres différents premiers ministres qui sont succédés, et des ministres aussi, Yolande James et tout ça là. On les a rencontrés pour vraiment les sensibiliser par rapport à la réalité de la population, au niveau des maires aussi, que ce soit Pierre Bourque, les différents maires qui sont succédés. On a vraiment été très actifs pour amener cette sensibilisation et cette sensibilité, ce qui est aujourd'hui, il y a eu des avancées, on peut dire aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir dans des comtés qui sont gagnants. Vous savez, au niveau des partis politiques, il y a des comtés qui sont presque réservés, pas réservés, mais gagnants d'avance hein, pour les partis politiques. Si vous mettez, on dit souvent comme anecdote que si vous mettez au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est soit le Bloc québécois ou bien le Parti québécois. Il faut, si tu veux, ce sont ces partis-là qui sont majoritaires ou bien dominants dans ces régions. Si tu viens à Montréal, la plupart du temps, c'est le Parti libéral. Tu vas à Ville-Mont-Royal, tu prends une boîte à lettres, même pour être candidat, on va voter pour la boîte à lettres parce que, voilà, c'est comme ça. Connaissant cette démographie du Québec et du Canada, mais on a proposé des solutions aux différents partis politiques et il y a eu des refus hein, au début. On a persisté, on les a questionnés, on les a, je ne dis pas coincés, mais c'est ça, il faut être dynamique au niveau comme au niveau de la population. Sinon, si on ne le fait pas, la question que je me suis toujours posée, si je ne le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire à ma place? Et parce que vaut mieux faire avancer les choses que de subir la décision des autres. Et donc, je me souviens, il y a eu des conférences où j'ai posé des questions à Jean Charest ou à Philippe Pouillard. Ils étaient très mal à l'aise. Après, ils ont posé des questions à leurs conseillers pour dire, mais qui est ce monsieur-là? Parce que moi, je ne visais pas un poste politique. Hein. Je posais des questions vraies pour qu'ils soient au courant de la réalité des gens. Et donc, que ce soit même M. Trudeau, il n'était pas encore Premier ministre, Monsieur Trudeau, le Premier ministre du Canada, n'était pas encore Premier ministre. Et donc, au REPAF, on l'a invité. Il était venu à nos activités, à nos galas d'excellence. On a un gala d'excellence au REPAF où on fait la promotion de l'excellence, où on va honorer des gens qui sont exemplaires dans leur réussite professionnelle, entrepreneuriale, ou bien aussi au niveau de leur implication sociale, implication politique. Donc, aussi, on honore les entreprises qui sont championnes de la diversité, des entreprises qui non seulement font place à la diversité dans les embauches, mais aussi au niveau des postes de responsabilité. Donc, je pense que ça fait le tour un peu, hein, Carl, des différentes choses, des différents aspects que, voilà, j'ai créé aussi une compagnie. À un moment donné, j'ai créé une compagnie, comme ce n'était pas assez suffisant, j'ai créé une compagnie de jus qui s'appelle Frunil, une compagnie de jus de gingembre. Frunil, on a développé du jus de gingembre et du jus de fleurs d'hibiscus. Et Frunil, aujourd'hui, on a suspendu un peu les activités, mais on est en train de le développer en Afrique. C'est une compagnie qui vient faire découvrir les trésors de l'Afrique par les saveurs que ça amène et du jus de gingembre. Vous savez que le gingembre, au Québec, souvent, les gens connaissent le gingembre par la cuisine. Même le gingembre, on ne le connaissait pas avant. Ça a été introduit progressivement. Et en faire un jus, c'était vraiment une découverte au Québec. Et moi, voyant qu'il y avait une opportunité parce qu'il y avait une tendance vers des produits beaucoup plus zen, des centres de yoga se développaient, les gens voulaient des produits naturels. Et donc, j'ai lancé cette compagnie avec, au début, le packaging était assez
assez ordinaire, je dirais, et assez, comment on dit, folklorique, on dirait, avec le recul. Mais on a pris des coups de gifle, entre guillemets, hein, quand on a fait les premiers tests avec les clients, ils disaient non, on ne pouvait pas, et puis les jus étaient trop épicés, etc. Donc, on a dû s'adapter à la clientèle. Maintenant, on a fait un packaging, un emballage beaucoup plus agréable, beaucoup plus à la mode, beaucoup plus sexy, entre guillemets, et puis avec un goût beaucoup plus au jour. Ce n'est pas nécessairement le jus que les Africains vont boire. Donc, les Africains, on a dû développer plusieurs saveurs. Le jus de gingembre fort, c'est ceux qui aiment le goût piquant, le goût d'origine. Donc, ça, c'était bien. Et puis, on sait que le gingembre, c'est un aphrodisiaque. Donc, c'était très vendeur. Et c'était le jus de gingembre fort, c'était le plus vendeur d'ailleurs. Il y avait le gingembre ananas aussi, qui était un peu plus doux. Il y a l'hibiscus aussi, qui était beaucoup plus, qui est beaucoup plus doux, relaxant, etc. Donc, des amis québécois nous ont donné des exemples de slogans. On dit, voilà, le jus de gingembre pour mettre la mine dans le crayon. Enfin, c'était ça, un des trucs qu'on nous disait. C'était assez drôle et on avait vendu, on vendait beaucoup dans plusieurs régions, telles à Mont-Laurier, dans plusieurs régions du Québec, pour pouvoir vendre ça. Et je me suis impliqué aussi au regroupement des deux chambres de commerce du Québec. J'étais administrateur. Et comme administrateur, j'ai gagné le prix d'administrateur de l'année. En tout cas, c'était bien. On a visité toutes les régions du Québec pour propager, faire avancer l'envie d'entreprendre. C'est là où on a créé le territoire d'entrepreneuriat et tout ça là. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. Peut-être j'ai oublié des choses, mais bon, voilà. Merci de votre Et attention. aujourd'hui, avant qu'on pose quelques questions, j'imagine, aujourd'hui, tu es basé à Abuja. Oui. Tu travailles pour une organisation. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton retour pour t'installer sur le continent? Oui, au fait, je suis aujourd'hui à Abuja comme directeur exécutif d'une organisation régionale qui s'appelle le FOSCAO, Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fêtière de toutes les organisations de société civile, tous les NGO, les NGO en français, les organisations non gouvernementales, les ONG, voilà, où on devrait faire des plaidoyers pour que les politiques puissent servir au mieux les intérêts de la population, des citoyens. Par exemple, pour faire influencer les lois qui sont votées dans la région et aussi l'intégration régionale. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas besoin de passeport, on n'a pas besoin de visa, pardon, pour aller d'un pays à l'autre. Et on est en train de faire des plaidoyers pour pouvoir étendre ça dans toute l'Afrique. Vous avez probablement entendu parler de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Et la ZLECA, c'est vraiment dans toute l'Afrique. Et le FOSCAO travaille dans ce sens-là aussi. Et donc, voilà, je suis directeur exécutif de ça. L'organisation était dans une difficulté chronique quand j'ai eu ce mandat et j'ai redressé l'organisation pour qu'aujourd'hui, ça soit une organisation respectable où on est appelé dans presque tous les coins de l'Afrique. Quand je dis tous les coins de l'Afrique, soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique en Afrique de l'Est, du Sud, en Addis Abeba, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Kenya, en Zambie, Zimbabwe, Angola, Nomlé, au Cameroun, tous les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, évidemment, au Cap-Vert et tout. Donc, pour moi, c'est comme je travaille, mais je ne travaille pas. C'est de l'amusement, guillemets, tout en étant sérieux, évidemment. Et puis, bon, la vie est bien agréable en Afrique, quel que soit ce que les médias occidentaux puissent en dire. Il faut le toucher pour le voir. Et c'est très, très agréable. Je touche la réalité de ce qui se passe vraiment au niveau politique dans tous les pays. Vous allez entendre, voilà, il y a une crise au Sahel, les dessous de ça, bon, j'en sais quelque chose. Les influences coloniales françaises qui diminuent aujourd'hui en Afrique, c'est une réalité.
parce que vous savez que l'Afrique a été colonisée, plusieurs pays en tout cas, et ils ont eu leur indépendance en 1960 pour la plupart, mais la France avait mis un système post-colonial assez mafieux pour continuer d'exploiter les pays. Et aujourd'hui, il y a une levée de bouclier pour casser tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que vous allez entendre ce qui se passe dans plusieurs pays africains. Si vous entendez, vous écoutez les médias français, ils vont pas nécessairement vous dire que l'Afrique est jolie ou belle parce que ils voient que voilà, il y a des choses qui ne vont pas nécessairement à leur avantage. Mais c'est aussi ça un citoyen, il faut participer, sinon on est spectateur de ce qu'on... Moi, je préfère être sur la glace que d'être spectateur. Je préfère être dans l'action. Voilà, ça a été ça. Je préfère être quelqu'un qui a un impact autour de moi pour m'assurer que, voilà, que je laisse des traces. Voilà, c'est un peu ça qui m'a toujours guidé dans mes valeurs. Merci. Merci. Merci, Komlan. Alors, questions, commentaires, appréciations? Soyez pas timide, là. Oui. Bonjour, Komlan. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Parlez fort quand même. Un peu plus tard. Ouais. Quand vous avez fait le PAF en 2005, c'était vraiment avant-gardiste. Puis après ça, quand vous avez fondé Prunil, c'est aussi très avant-gardiste. Ça au Québec. Est-ce que c'est votre volonté de vous impliquer ou c'est vraiment un élan de créativité qui permettrait d'être autant avant-gardiste en territoire étranger? Écoutez, merci beaucoup. Hein, merci pour cette question. Bon, moi, quand je faisais ça, je ne me disais pas que c'était avant-gardiste. Hein. Moi, je répondais à des besoins, au fait, parce que je voyais autour de moi. Peut-être que j'ai ce pif-là. Le pif, c'est faut sentir ce qu'il y a autour de soi. Donc, parce que je suis très impliqué socialement, je pose beaucoup de questions, je fais, voilà, quand j'étais étudiant, voilà, on discute beaucoup, on travaille beaucoup, on va danser, on s'amuse, on fait des choses. Donc, la création du REPAF, c'est venu du fait de combler un besoin, au fait. De dire que, voilà, moi, je vivais quelque chose, d'autres personnes vivaient des choses. Pourquoi ne pas mettre ça en commun pour partager ça avec le plus grand nombre possible? Donc, c'était ça ce qui nous guidait. Ce n'était pas pour être avant-gardiste quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais pensé être avant-gardiste de quoi que ce soit. Au fait, il fallait que j'ose, parce que pour lancer quelque chose, il faut se tenir debout, construire la chose. Pour lancer le REPAF, il a fallu 1 an, 6 mois, 1 an de préparation. Donc, il faut appliquer des méthodes vraiment rigoureuses hein, pour pouvoir lancer cela. Mais pour moi, je m'amusais et j'avais beaucoup d'énergie à dépenser et je voulais partager. C'était surtout ça, mon envie. Mon envie était de partager. Et quand on lance quelque chose comme ça, il faut être aussi debout pour répondre à des questions parce qu'on a un propos, on a quelque chose à dire. Et donc, il faut que le propos soit structuré. Et donc, comme je vous ai dit, hein, on attendait 20 personnes, 15-20 personnes au début, au lancement du REPAF, mais on était 70 au lancement. La salle était comme on avait loué un petit restaurant sur Côte-des-Neiges. C'était vraiment comble. Et puis, chose curieuse, il y avait une journaliste de Radio-Canada, Madame Jobin, je me souviens toujours de son nom, qui m'a donné la première entrevue que j'ai jamais eue au entrevue radio. On ne savait pas qui l'avait invité, mais parce qu'on avait on avait envoyé beaucoup de emails. Il n'y avait pas de Facebook en tant que tel en ce moment-là, ni de TikTok, ni de quoi que ce soit. Mais on a utilisé vraiment, on a fait des affiches dans les universités, dans des lieux d'emploi, CGI, IBM, SNC-Lavalin. Et donc, on a fait beaucoup de publicité pour que les gens puissent venir. Donc, c'était de pouvoir anticiper les besoins des gens, combler un besoin. C'était ça le but. Et maintenant, pour Frunil, encore une fois, pour moi, je ne pensais pas être avant-gardiste, mais je voulais juste combler un besoin tout en m'amusant. Parce que dans tout ce que je fais,
je veux m'assurer que je me plais dedans. C'est une passion, il faut être passionné de cela parce que ça nécessite beaucoup d'heures de travail. Si on n'est pas passionné, on commence à compter l'heure très rapidement et là, ça peut être démotivant. Donc, je travaillais vraiment là, pas 24 heures sur 24, mais presque. Et puis, donc, aller chercher les goûts des gens. Comment on a fait des sondages, des focus group. Le gingembre, est-ce que vous connaissez? Non, les gens ne connaissaient pas. Les tendances étaient zen. Bon, on a fait nos recherches. Bon, j'avais un MBA, donc j'avais un background de gestion et puis de lancement de produits ou bien de marketing et tout. Et donc, j'avais appliqué les méthodes standards tout en m'adaptant à la clientèle. Et quand on a fait les premiers développements de produits, les gens n'aimaient pas du tout le produit parce que c'était trop piquant. Je me souviens quand on a fait goûter ça aux premiers clients, ils ont dit « Pouah !» Ils ont craché le produit et pour nous, pour moi, c'était honteux parce que on a produit, on a dépensé plusieurs heures et des mois pour développer un produit avec grande fierté. Et voilà que les gens crachent le produit devant nous. Ben, il fallait manger son orgueil. Hein. Il fallait vraiment manger sa fierté et dire, bon, voilà, écoute, la question qui se posait, voilà, c'est la personne qui va dépenser son argent pour acheter mon produit. Donc, il faut absolument que je plaise à cette personne-là. Donc, on a raffiné nos focus group, on a diversifié les variables des groupes. On est allé dans plusieurs régions, au Saguenay, à Québec, à Mont-Saint-Sauveur, dans des coins vraiment là qui sont hors de l'ordinaire pour aller chercher les commentaires des gens. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand on a développé, on a lancé la deuxième version, c'était wow. C'était wow. On était, comme on dit dans certaines régions du Québec, on était flabbergastés, comme on dit. Et c'était vraiment super. Et donc, le produit était distribué dans des réseaux de métro, IGA. C'était vendu à IGA, métro, dans plusieurs magasins d'aliments naturels. Et c'était vraiment, on s'est amusé. Et particulièrement, moi, je me suis bien amusé. Ça me plaisait de partager cette connaissance du gingembre et d'autres produits, hein, le jus de baobab. Baobab, c'est pas beaucoup de gens qui connaissent le baobab. Hein, et pourtant, le baobab, c'est un super fruit. Et donc, on a surfé sur une tendance de produits naturels où des gens avaient besoin de produits, pas beaucoup de sucre, des produits qui vont leur faire du bien tout en se faisant plaisir et en étant en bonne santé. Ben, quoi de meilleur? Et donc, on avait aussi une marge de manœuvre pour pouvoir avoir de bons prix et donc de bonnes marges. Parce que quand on est innovant, quand on innove, on est précurseur. Donc, on dit on est des path setters. C'est-à-dire, c'est nous qui déterminons la cadence. Donc, on a déterminé la cadence, on a fait de bons prix. Après, d'autres nous ont copiés. Mais on a fait nos profits avant que les autres ne rentrent dans le jeu. Mais c'était quand même bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est la patience, la persévérance et puis le goût de risque parce que j'avais mis beaucoup de mes économies là-dedans, mais c'était payant quand même. C'était ça. Ça va de toute une aventure. Merci comme là. Ouais. Quand on a fait le buffet l'autre jour, on avait baobab et hibiscus au buffet. Pas du frunil, mais que quelqu'un a amené. OK. D'autres questions? Oui. Commentaires? Appréciations? Ah, non, rien du tout. Et puis au niveau de frunil, à un moment donné, après un an, Frunil avait été créé en 2008. Hein, on avait des stagiaires hein, d'un peu partout. On avait beaucoup de stagiaires français. Je ne sais pas comment on s'est fait connaître en France, mais on avait beaucoup de stagiaires qui venaient de France et qui venaient passer 6 mois dans mon entreprise pour apprendre le marketing, les ventes. Donc, ils nous aidaient beaucoup et ils apprenaient beaucoup. Donc, c'était très intéressant. Et il y avait beaucoup d'échanges dans ça aussi. Les stagiaires venaient via l'Office franco-québécois pour la jeunesse
qui cherchait Oui, toujours une entreprise pour faciliter les choses. Je t'avais montré la voie pour aller trouver ce genre de choses. Tu avais inscrit oui, ton taf là-dedans et ça t'avait envoyé ces étudiants français qui venaient 4 à 6 mois sans frais. exactement. Ça ne nous coûtait pas grand-chose. La seule chose que ça nous coûtait, c'était les billets d'autobus par mois, les cartes d'autobus. Donc, c'était quand même assez abordable pour une jeune entreprise comme Frunil. Et donc, c'était bien. Et Carl était un bon ambassadeur pour nous à ce moment-là. Merci beaucoup, Carl. Et pendant que toi, tu faisais le regroupement des professionnels africains, nous, on avait mis sur pied les regroupements des professionnels, le REPEX en exportation du Québec. Et quand Oui, on oui, faisait notre activité mensuelle, on servait du jus de Frunil. Hein? voilà, Comme ça, hein? On s'appuyait l'un l'autre d'une manière ou d'une autre. Hein? c'est Et ça. dans un de tes galas Excellence, ben, j'ai été nommé et j'ai gagné ma petite statuette que j'ai encore à mon bureau pour ma contribution au développement du commerce entre le Canada et l'Afrique. Voilà. Et l'Afrique, oui. Alors, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer avec la visite au Comlan. C'est ce jeune étudiant africain qui vient ici, qui s'intègre, qui développe, qui découvre, comment dirais-je, le génie inventif africain ressemble beaucoup au génie inventif des Québécois. Parce qu'on est très inventeurs ici au Québec, on invente beaucoup de choses. Peut-être que notre déficience à nous, c'est le marketing de tout cela, mais de l'autre côté, Comlan a étudié dans ces domaines, ce qui lui a permis d'ajouter par-dessus. Il a créé toute une série de trucs qui lui ont donné de l'expérience au cours des années, de se faire reconnaître à tous les niveaux, chef d'entreprise, président d'entreprise, ministre, premier ministre de province ou du pays, pour pouvoir faire véhiculer des idées qui émanent de quelqu'un qui n'était pas nécessairement canadien d'origine, et ça n'a aucun rapport dans amener tout ça, mais cette force, cette vitalité pour amener du changement, de l'innovation, sur lequel la majorité des gens vont résister pour de multiples raisons, et de pouvoir amener des changements sur place et créer un mouvement qui crée une croissance économique. Point à la ligne. Parce que c'est ce qui nous concerne, nous, comme futurs gestionnaires, c'est de contribuer à la croissance des entreprises qui vont vous engager. Pour, évidemment, la plupart d'entre elles, c'est de la croissance économique qui est recherchée ou de la croissance de services ou de la croissance de produits. Et maintenant, Comlan est rendu à Abuja et fait ce type de travail au niveau pan-africain. Alors, à mon humble avis, c'est une réussite. Alors, rappelez-vous, ce jeune homme en 94, vous n'étiez pas né en 94, ce jeune homme qui est arrivé en mois de janvier en petits souliers avec une petite veste en se disant « j'arrive au Québec hein, », qui a été secoué par la température et qui aujourd'hui, fort de toute cette expérience, devient un ambassadeur international pour parler à tout le monde que c'est possible de faire des résultats exceptionnels, qu'il n'y a pas de barrière, qu'il n'y a pas de limite. Et ce n'est pas parce qu'on est d'une culture différente qu'on ne peut pas. Au contraire. Souvent, on peut susciter un intérêt particulier, mais vous vous souvenez, dans la présentation de Comlan, il vous a expliqué qu'au début, quand il allait présenter quelque chose, que ce soit un président d'entreprise ou un ministre, la première réaction, elle était négative. Ils ont poussé, ils ont chargé, ils ont recogné à la porte jusqu'à ce qu'ils obtiennent une audience positive et que les changements prennent place. Donc, le travail n'est pas simple, qu'on soit, comme on appelle ça, québécois pur sang, ou qu'on soit issu de quelconque culture diverse, il n'y a pas de limite. On peut faire un type d'entrepreneuriat. Comme là, un mot pour finir. Ouais, je vais vous donner aussi peut-être un ou deux trucs additionnels, si vous permettez. Bien sûr. Oui, oui. Je me souviens quand, au début, hein, quand il y avait les structures des CEDEC au Québec, les CEDEC, c'est les centres de développement d'entreprise, je pense, c'est ça. Développement économique. Développement économique, voilà. Ou bien SADC ou quelque chose comme ça. Les conseillers en entrepreneuriat, dans ces centres-là, bon, eux, ce qu'ils connaissaient en général comme produit, je ne veux pas caricaturer, mais ils connaissaient la carotte, ils connaissaient la viande hachée et puis les choses ordinaires avec lesquelles ils ont grandi. Mais
ça n'a pas nécessairement évolué avec la cadence d'immigration au Québec. Et donc, moi, je me souviens quand j'ai amené d'abord mon idée de l'entreprise Frunil à des CEDEC qui m'ont dit, écoute, ça ne marcherait jamais. Ils m'ont dit que personne ne connaît le gingembre au Québec, ça ne marcherait pas ce truc-là, là. Va te cacher quelque part. Et donc, moi, c'était mon expérience. Mais j'ai prouvé qu'ils avaient tort. Et donc, finalement, quand on a eu du succès, là, je suis allé leur montrer les articles de la presse et je leur ai amené des échantillons de jus pour leur dire que, ben, écoutez, il ne faut pas décourager les gens qui sont là pour encourager l'entrepreneuriat et non décourager l'entrepreneuriat. Et donc, on a fait des plaidoyers pour que ces centres de CEDEC soient beaucoup plus initiés à la réalité de la diversité québécoise, au-delà de ce qu'on a appris, on doit désapprendre et réapprendre. Et donc, ce qui a été fait, donc petit à petit, plusieurs CEDEC, que ce soit à Montréal, à Québec ou dans plusieurs régions, ont su de plus en plus ils ont su que il y a d'autres choses qu'il faut se renouveler à chaque fois. Et autre chose que je faisais, comme j'étais impliqué dans plusieurs organisations, plusieurs associations, j'avais toujours des échantillons de mes produits Frunil dans des coffres de ma voiture, dans le coffre de ma voiture. Et donc, quand je vois qu'il y a un ministre ou il y a un homme politique, j'amenais des échantillons et puis je leur offrais ça cadeau. Ils me disent, mais c'est quoi ce truc-là? Je dis, mais écoute, goûtez si vous allez adopter. Et après, j'avais des commandes du bureau du Premier ministre et puis du bureau de ce ministre-là. Ils m'ont commandé plein de caisses parce qu'ils ne connaissaient pas et quand ils ont goûté, mais ils l'ont adopté. Donc, c'était un outil de marketing puissant. Comme j'étais impliqué bénévolement dans l'association et que je rencontrais ces personnalités, même quand j'allais prendre parole, je prenais une bouteille de jus à la main gauche. Et quand les gens, je disais bonjour aux gens, ils ne répondaient pas. Je dis, mais vous avez besoin d'un jus de gingembre piquant. Tout le monde commençait à rire. Après, ils venaient me poser la question, c'est quoi ce jus-là? Et finalement, ben, ça a stimulé mes ventes. Bon, c'était un truc, c'était mon petit truc que je voulais partager aussi avec vous. Et quand je ne savais pas jouer au golf, hein, le golf, je ne connaissais pas jouer le jeu de golf, je m'étais impliqué à l'association des MBA du Québec et je leur ai dit, je vous donne mon temps gratuitement. Et quand j'ai donné mon temps gratuitement pour organiser un tournoi de golf, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas jouer au golf. Si vous voulez que je sois beaucoup plus efficace, j'aimerais bien que quelqu'un m'apprenne. Ils m'ont inscrit au cours de golf gratuitement. Je pense que ça coûtait $500, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai participé. Et puis, il y avait un riche là, un aîné qui était bien riche. Il voulait se débarrasser de son kit de golf. Il m'a donné son kit de golf comme ça, qui avait une valeur de $800. Et donc, moi, je suis, voilà, j'ai bénéficié gratuitement de cours et puis finalement, je commençais à jouer au golf et je continue de jouer au golf. C'est comme ça que j'ai appris à jouer au golf. Merci beaucoup. J'ai terminé avec mes anecdotes. Merci mille fois, comme là, c'est grandement apprécié. Merci à vous. Passez une excellente journée. Merci. Bonne soirée pour toi. Merci. Allez, au revoir. Bonjour Alain. Ton micro, je l'ai fermé, tu peux l'ouvrir. Voilà. Bonjour. Ça Bonjour va? Carl. Je suis content de te voir. Écoute, ça fait un certain temps qu'on est avec Comlan. Je vais leur donner à la classe une dizaine de minutes pour aller ventiler, peut-être aller à la salle de bain, si ça te convient. Moi-même, je vais aller faire un saut à la salle de bain. Je reviens dans quelques minutes et puis je vais converser un peu avec toi. Ça bon? OK, à tout de suite. Alors, on fait une courte pause, n'est-ce pas? J'ai pas bien écouté de A à Z.
Ah, rien. C'est intéressant, mais c'est pas. Dormir à 5 heures du matin. J'aurais pas dormi. Du coup. Ça fait genre. J'avais un gros travail à faire. C'est le dernier qui est je fais des nuits blanches. Puis là, hier, j'étais à la maison à 2 heures. Je me suis réveillée ce matin à 8 heures tellement que j'étais fatiguée. Genre, au milieu de la nuit. Ma mère m'avait appelé genre 8 fois, je ne répondais pas. Puis elle est venue à mon appartement. Apparemment, elle criait mon nom. Puis elle a sûrement remarqué que j'étais là quand elle est rentrée dans ma chambre. Puis dans mon lit, j'étais comme. Qu'est-ce que tu sors dormir? Et puis comme ça fait 3 minutes que je sors dans l'appartement pour que je te crie. Je suis comme. Moi, je suis comme. L'année prochaine. Ah, Ça commence par M, mais juste C. Oui. pas quand même. Tous. Je m'appelle Alain Mathieu, je suis français et américain. En fait, au cours de mon histoire, je vous expliquerai une partie de mon histoire aux États-Unis. Alors, je suis sorti comme vous de l'école, mais moi, ma spécialité était plutôt technique, et automatisme électrotechnique. J'ai fait un DUT, un diplôme universitaire technologie en France, et je suis allé dans l'entreprise, la plus grosse entreprise du coin, qui était Essilor. Essilor, aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial du verre correcteur. Et depuis quelques années, on est associé à Luxottica avec des grandes marques comme Ray-Ban, Gucci et tout ça. Donc, des montures aussi stylées, Oakley, par exemple, donc font partie du même groupe. On est maintenant 130, non, presque 180 000 personnes au monde. Hein. Donc, c'est le groupe Essilor Luxottica. Voilà, c'est comment ça s'appelle. Est-ce que je suis toujours avec vous, Karl? Parce que je vois des choses sur mon écran, là, mais… Ouais. Est-ce que vous êtes toujours là? Et vous m'entendez bien? Oui, mais j'ai fermé mon micro. Vous m'entendez bien, Karl? Oui, on t'entend très bien. Si j'ai fermé mon micro, tu leur parles d'Essilor, je leur montre c'est quoi Essilor. Très bien, très bien. Oui, alors quand je suis rentré chez Essilor il y a environ 40 ans, on était en pleine croissance et on avait besoin de jeunes techniciens pour installer les anti-reflets. Par exemple, la monture que je vous montre là, il y a énormément de technologie dedans, hein, que ce soit pour rendre le verre plus transparent, anti-rayures, anti-UV et tout ça, sans parler des photochromismes qu'on peut rajouter pour que les verres foncent au soleil. Donc, il y a énormément de technologies et il fallait qu'on installe ces technologies proches du porteur. Les porteurs sont partout dans le monde. Hein. Donc, initialement, j'ai employé pour aller à l'étranger, mais plutôt sélectionné pour l'allemand, donc les pays qui parlent germaniques. Hein. Donc, il y avait les pays qui parlaient l'allemand, il y avait bien entendu l'Allemagne, mais il y avait aussi des pays comme la Hollande, la partie est de la Hollande, mais aussi la Suisse. Voilà, donc j'étais un peu pressenti pour ça. Donc, moi, l'anglais, c'était pas mon fort. Hein. Mais j'ai eu une opportunité à un moment où il y avait un besoin d'une forte expansion sur les pays anglophones. Je me suis porté volontaire. Donc, le premier choc, c'était de faire des installations comme ça dans des pays où on ne maîtrise pas la langue. Ça a été très, très, très difficile.
pour moi. Mais bon, l'avantage, c'est que je faisais quand même des missions de courte durée. Je rentrais à la maison les week-ends, voire quelquefois après 2-3 semaines. Mais à force de faire ces missions j'ai fait ça quand même quelques années, je me suis marié et ça devenait très difficile de partir de la maison comme ça tout le temps et d'être toujours avec la valise dans les avions et les hôtels. Donc, je me suis orienté assez rapidement en disant j'aime bien gérer la production, je voudrais bouger un petit peu, pas rester uniquement dans le côté technique, mais gérer du personnel, la production, et je voudrais faire des plus longues durées et partir avec la famille. Donc, c'est là où j'ai commencé à emmener ma famille pour des séjours plus longs, 1 an aux États-Unis, ça c'était dans les années 80, donc c'était mi-80. Et puis, après, on rentrera dans le détail, mais je suis parti en Australie avec mon épouse et on est parti 18 mois à Sydney. Et là, je vous parle de ça, c'est encore dans les années 80. Donc, imaginez partir comme ça. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y a pas d'Internet. La seule façon de communiquer, c'est on n'utilisait même pas le téléphone fixe parce que ça coûtait une fortune à l'époque. Vous n'avez pas connu Carl avait peut-être connu l'époque où passer un coup de fil en international, c'était hors de prix. Donc, en fait, les communications, c'était comme du temps de nos grands-parents avec une lettre et un bon timbre. Hein. On écrivait des nouvelles et on recevait une réponse 1 semaine plus tard, voire 2 semaines. Et puis, après l'Australie, alors l'Australie, on pourra en parler si ça t'intéresse, Carl, et les élèves, un petit peu, c'est quand même un côté culturel, c'est quand même très différent. Hein. Déjà, l'Australie, tout ce qui se passe en Europe ou en dehors de l'Océanie n'intéresse pas vraiment les Australiens. Hein. Ce qui les intéresse, c'est soit les pays du Commonwealth, donc il y a quand même l'Angleterre, mais aussi la partie asiatique. Ils sont vraiment dans leur monde asiatique, donc l'Indonésie, ce qui se passe un petit peu avec les Chinois au nord, ils font un peu attention, et puis le Japon. Ça, c'est leur monde. Et puis un petit peu le Commonwealth avec, Canada un petit peu, parce que ça fait partie du Commonwealth, mais en gros, vous n'avez aucune nouvelle de ce qui se passe en Europe, sauf l'Angleterre. Par contre, c'est un pays, c'est un peuple très, très chaleureux et on a été très vite accepté, intégré, voire ils font confiance au premier abord. Voilà. Dès qu'on rencontre quelqu'un, ils nous tendent la main, ils nous aident à nous installer. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les pays un peu où la solidarité était importante. Sinon, on ne pouvait pas survivre dans les pays comme en Australie, avec le climat et toutes les petites bébêtes qu'il y avait. Je parle de ça il y a 200, 300 ans, mais ils ont gardé quand même ce côté chaleureux. Et puis, on m'a proposé d'aller en Angleterre. Et l'Angleterre, les Anglais et les Français, on est toujours assez… on s'aime et on ne s'aime pas, en gros. C'est une relation un peu difficile. On est quand même très, très similaires, mais à la fois très différents. On est quand même des rivaux très, très importants quand il s'agit de sport. Hein. Par exemple, la semaine dernière, la France a battu l'Angleterre au rugby. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vraiment, s'il y a une équipe qu'on veut battre, c'est les Anglais. Hein, voilà. Les autres, on s'en fout. Les Gallois, les Écossais, c'est moins important, mais surtout le match à ne pas perdre, c'est l'Angleterre. Donc, et au point de vue, j'étais pas vraiment trop chaud d'y aller, parce que je me suis dit, ils n'aiment pas forcément les Français. Ils sont tout le temps en train de nous comme on dit en anglais, le tease, de nous taquiner. Voilà, on se taquine mutuellement. Hein, eux, ils nous appellent les frog legs et les mangeurs d'escargots, et puis nous, on les appelle les roast beef, et puis voilà. C'est un peu la petite guerre. Mais je me suis retrouvé là-bas à travailler avec eux.
Et là, pour la première fois, après l'Australie et les quand même premières expériences, c'était quand même là une longue durée avec la famille. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on se déplace, comme je me déplaçais au début, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et revenir chez soi, on ne connaît pas vraiment le pays. C'est comme quand on va partir en vacances. Ce n'est pas parce qu'on va passer 1 semaine ou 2 semaines à Bali qu'on connaîtra la culture locale et comment les gens vivent. Hein. En fait, il faut vraiment travailler avec eux et puis adopter leurs méthodes, leur façon de vivre, et puis regarder aussi un peu regarder ce qu'ils regardent à la télé, s'intéresser aux mêmes choses qu'eux pour vraiment connaître un peu les gens. Alors, l'expérience en Angleterre, pour moi, était super intéressante parce que on n'a pas du tout la même éducation, pas forcément toujours les mêmes valeurs et autres. Et pour moi, c'était doublement difficile parce qu'il fallait déjà que je maîtrise bien la langue, mais aussi comprendre leur façon. Et je vais vous donner un exemple où je n'arrivais pas à comprendre, c'est pourquoi une personne partait à 4-5 heures de l'après-midi et puis il me disait, je vais I'm going for tea. Hein? Et puis moi, dans ma tête, aller for tea, c'est prendre comme nous, on dit, on va chercher un café, puis on revient, quoi. Mais je ne le voyais pas revenir avant 1 heure ou 2. Et en fait, j'ai réalisé que c'était son dîner, hein, c'était son lunch. Il allait, il mangeait quelque chose, il cassait la croûte et puis il revenait travailler. Et il m'a fallu longtemps avant de comprendre qu'on n'était pas du tout dans le même système où le français, nous, à midi, on arrête et puis on reprend 1h30. Eux n'étaient pas du tout la même façon de vivre. Alors, tu me disais, Karl, qu'il y avait quelqu'un d'anglais avec toi, là? Attends, je ne t'entends pas, là, Karl. Je m'entends pas. Ah, ça y est, c'est bon. Non, il n'y a personne qui vient de pays anglophones. C'est véritablement une classe francophone. Des gens qui viennent de pays de l'Est, passer l'Europe de l'Est. Oui. Des gens qui viennent du continent africain. J'ai des gens qui viennent d'ailleurs au Canada. Qu'est-ce que j'oublie? Roumanie. Europe de l'Est, Roumanie. Voilà. Bon, j'ai toute une liste, mais tout le monde ici, la langue commune, c'est véritablement le français. Le français, oui. OK. Tandis que dans les autres classes, la langue commune était l'anglais et j'avais beaucoup de jeunes qui venaient de pays où la langue seconde est l'anglais. Ici, ce n'est pas le cas. Oui. Alors, j'étais sur la partie du côté de Bristol. Alors, tu peux dire ce que tu veux contre les Anglais, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Bon, mais j'ai appris à les connaître, à les apprécier. Et au bout de 5 ans, quand je suis parti, ça m'a fait un pincement au cœur parce que je m'étais bien adapté. Et puis, j'avais adoré aussi, en dehors du travail, bien entendu, comme ton interlocuteur précédent, j'ai appris le golf aussi là-bas. Hein. Donc, je me suis mis au golf comme eux. Je suis à bien m'intéresser au rugby, les matchs de football. Je suis allé dans les stades voir des matchs de football aussi avec eux. Des sorties le soir. Ce qui est un peu plus difficile, c'est que les Anglais ne faisaient pas de sorties en famille, hein, comme le Français va aller sortir au restaurant avec sa femme et avec des amis en couple. Eux, ils sortent relativement beaucoup de leur côté, chacun de leur côté. Hein. Donc ça, c'était un peu plus difficile pour mon épouse puisque on voulait garder un petit peu ce côté français. Donc, si je sortais le soir, ils allaient sortir le vendredi soir, c'était pour boire quelques bières au pub, mais généralement, c'est les hommes ensemble et puis les femmes ensemble. Ça se passe beaucoup comme ça. Donc ça, c'était un petit peu moins marrant, mais d'un autre côté, ça crée quand même des liens qui sont aussi importants au travail.
parce qu'on se voit un petit peu en dehors du travail. Et quand on revient au travail, on se comprend un peu mieux et, et autres. J'ai aussi des petites anecdotes où j'ai fait travailler les gens un samedi et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient vraiment malheureux de les forcer à venir travailler. En fait, j'ai réalisé plus tard que je les ai imposés à venir travailler le jour de la finale de la Cup Final. Donc, c'est les clubs c'est le dernier match de club pour définir quel est le meilleur club anglais au football. Voilà. Donc, les faire travailler le jour-là où il y avait le match, j'ai trouvé que c'était un petit peu cruel pour moi. Mais ils ont eu la décence de venir quand même, mais ils faisaient la tête. Ils faisaient la tête. Donc ça, c'était l'expérience anglaise. Après, je suis revenu en France, parce que il y avait ma femme qui est devenue prof d'anglais et elle avait besoin de pratiquer en France. Donc, j'ai eu une expérience de 6 ans à l'est de Paris, chez une de nos grosses usines. Alors, on a eu quand même je vous ai dit que quand je suis rentré chez Essilor, on était numéro 5 mondial. Maintenant, on est numéro 1 mondial dans notre domaine. Donc, il y a eu des croissances énormes. On était moins de 10 000 et maintenant, on est 180 000 dans le groupe. Donc, c'est quand même une réussite qui est passée justement par cette internationalisation. Donc, on avait besoin de personnel. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école comme vous avez aujourd'hui où on peut discuter de ces choses-là. On apprenait sur le tas. Donc, le métier est déjà sur le tas, mais en plus, il n'y a pas d'école pour vous apprendre à vivre, comment on doit vivre en société, comment on doit vivre dans un pays étranger avec des cultures différentes, avec des gens qui viennent de cultures ou de religions différentes. Donc, tout ça, on n'apprenait pas ça. Maintenant maintenant les jeunes expatriés passent par un séminaire à Paris où on a des experts un peu comme Karl ou autres qui préparent et qui préparent qui expliquent les choses de pays par pays. Donc moi, ce que je vous transcris là, c'est ce que j'ai vécu, j'ai appris quelquefois par mes erreurs. Mes erreurs, on arrive à comprendre. Et puis, les gens aussi sont un petit peu indulgents des fois. Et les bons maladresses, on vous les pardonne un petit peu, mais bon. Alors, donc, un séjour en France, mais je vous reparlerai de la France peut-être après, parce que maintenant, je suis en France, donc on finira par la France, si ça ne vous dérange pas. Après ça, dans les années 2002, je suis reparti, mais cette fois-ci, la famille était beaucoup plus grande. Enfin, beaucoup plus grande. On avait 2 enfants, parce qu'on a au passage, on a eu une fille qui est née en Angleterre. Et puis, on en a un qui avait vécu en Australie. Donc, on est reparti en Angleterre avec 3 enfants. Voilà. Aux États-Unis, en 2002, avec 3 enfants. Et on s'est retrouvés au Texas. Voilà, Dallas, Texas, qui est bien centré. Et avec alors, le patron a eu du mal à me mettre en production parce que ma spécialité était devenue manager les gens et d'aller en opération. Mais aux États-Unis, nos patrons se sont dit, mais comment est-ce qu'un Français va s'adapter? Est-ce qu'il va pouvoir gérer du personnel, des productions? La compétence technique, elle était là, bien entendu, puisque j'avais déjà plus de 10 ans d'expérience, voire 20 ans d'expérience en opération. Mais le côté comment est-ce qu'un Français peut s'adapter et gérer des Texans et des Américains, sachant qu'il y en a une partie qui viennent aussi du Mexique ou de l'Honduras ou des pays d'Amérique latine. Donc là, ça a pris quand même quelques mois avant que mon patron se décide de me mettre dans les opérations. Il a eu l'usine n'allait pas bien financièrement, donc ça l'a poussé un peu à dire, bon allez, pourquoi pas, allons-y. De toute façon, on n'avait plus rien à perdre. Mettons ce Français, on va voir ce qu'il va faire. Comme ça, pour vous blâmer le français si ça ne fonctionne pas.
Voilà, voilà. Et puis, bon, je me suis quand même appuyé sur mes compétences techniques au début parce que c'était plus facile pour moi pour me faire accepter. Et puis, petit à petit, je me suis habitué aux Américains. Les Américains sont très respectueux de la hiérarchie. Hein. Dès que vous arrivez, on vous met en poste et que vous avez les titres, hein, vous êtes directeur ou manager ou superviseur, et automatiquement, les gens vont vraiment faire et suivre ce que vous dites. Je dis ça maintenant, je l'apprécie d'autant plus qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. En France, il faut qu'ils soient convaincus. Le titre, ils s'en foutent. Voilà. Bon, les Québécois sont un peu comme ça. Hein. Les Québécois sont un peu… Bon, je vous parlais un peu du Québec tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai remarqué. Alors, les Américains, c'est ce côté-là qui est bien. C'est que respectueux de la hiérarchie, ce sont des bosseurs. Hein, c'est pas comme nous en France, on fait souvent la grève ou des choses comme ça. Donc, ça travaille. Ils n'hésitent pas à travailler si vous êtes en pleine activité, ils n'hésitent pas à venir en heures supplémentaires, le samedi, le dimanche, il faut rester le soir, venir plus tôt le matin. Donc, c'est je dirais c'est bosseur. Par contre, un inconvénient, c'est que, et surtout, et d'autant plus maintenant, c'est qu'ils sont moins attachés à l'entreprise. Hein? Ils aiment bien travailler pour le côté financier, les choses, mais ils n'ont pas cet attachement durable. Si on a un travail qui va payer quelques sous de plus de l'heure, ils vont facilement changer, remplacer. Donc, ça veut dire que quand on gère une entreprise comme ça, il faut vraiment investir dans la formation, hein, et voire automatiser pour pas que les tâches soient hyper compliquées. Sinon, s'il faut perdre 6 mois pour former une personne et que vous la perdez au bout d'un an, c'est des gros investissements pour pas grand-chose. Donc là, il faut s'adapter un petit peu. Donc pour moi, c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Il a fallu que j'automatise, disons, un peu plus, simplifier les tâches, monter une bonne équipe de formation. Et n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, hein, Carl. Oui, mais je vais leur demander à la fin des commentaires, des questions, des précisions, mais on te laisse aller. Ouais, on t'interrompt le moins possible. Ils prennent des notes, hein? Voilà. Alors, quand j'étais au Texas, bon, ça s'est bien passé et on m'a donné plusieurs usines parce qu'on a des usines un peu partout aux États-Unis, hein, que ce soit sur la côte Est ou en Californie. Je dirais qu'on a pratiquement au moins une usine ou un laboratoire pratiquement par État, par state, hein, aux États-Unis. Et pendant cette période-là, dans les années 2010, on a monté aussi des grosses usines au nord du Mexique. Alors, les grosses usines sont là pour fournir les États-Unis, hein, parce que c'est quand même un marché de, je ne sais plus, c'est 320 millions d'habitants. Hein, donc, c'est un gros marché pour le verre correcteur, mais aussi pour la partie solaire, hein, chez nous, hein, pour… vous ayez à la plage ou autre. Donc, les Américains n'ont pas qu'une seule paire, ils ont souvent 2 ou 3 paires. Donc, c'est un gros marché et on fournit également des verres à partir d'usines à la frontière. Donc, j'ai ouvert 2 usines sur Chihuahua, hein, et puis aussi sur Tijuana, donc une dernière usine à Tijuana. Tijuana, c'est vraiment la côte ouest, c'est au sud de San Diego. Voilà, donc là, on a des grosses usines où j'y allais environ une semaine par mois pour déjà recruter le personnel, former les gens. Et j'ai trouvé encore une culture un peu différente au Mexique. Hein, et je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui sont d'origine mexicaine, mais ils sont très attachés, très attachants, très proches de la famille. Et par contre, d'un autre côté, ce qui est difficile, c'est il n'y a pas le même sens d'urgence au point de vue service et tout ça.
quand on demande quelque chose, c'est mañana. Mañana, c'est oui, demain, je ferai ça demain. Et puis en fait, le lendemain, on vous dit, mais non, ce sera demain. Ce sera encore demain. Donc, et puis à la fin, ça traîne à avoir deux semaines pour avoir la chose qu'on a demandé. Mañana se traduit en français par demain, mais dans l'esprit latino-américain, ça veut dire après-demain. Oui. Et, Après-demain. Et c'est pas après-demain, le jour d'après de demain, c'est demain et plus tard. C'est un peu comme ça. voilà. Ou alors On après, dit- c'est más o menos. Hein. Más o menos. Hein. C'est ça. Plus ou moins. Alors c'est difficile parce que quand on est dans des installations industrielles et des choses comme ça, on a des timings qui sont très. Et puis quand vous fabriquez des verres de lunettes, chez nous, vous passez votre commande, et ben dans la semaine, il faut qu'elle soit faite. Hein. Donc on a quand même des urgences. Alors j'ai été quand même obligé j'ai embauché quand même les managers étaient souvent des gens qui avaient déjà travaillé dans une entreprise soit européenne, soit américaine, donc qui étaient déjà un petit peu habitués à la rigueur des horaires, la rigueur de ce que demande un management et une production. Et ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Sinon, quand j'embauchais des gens qui avaient toujours travaillé dans une entreprise purement mexicaine, où ils étaient très courageux et très travailleurs, mais les horaires et la rigueur n'étaient pas forcément là. Hein. Voilà. Donc ça, il a fallu que je fasse ça. Et ainsi, il a fallu faire très attention parce que les gens sont très proches de la famille. Donc, vous embauchez un manager et puis le lendemain, vous avez toute la famille qui est dans l'usine. Alors, ça, c'est un avantage parce que c'est un avantage, mais un gros inconvénient aussi. Ça peut être un avantage parce que si le manager il dit bon, on vient tous travailler, il faut qu'on fasse ça pour ça, et tout le monde va suivre parce que c'est la famille, c'est le chef de famille qui est là, hein, c'est comme dans une famille. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, si le chef de famille n'est pas content, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Quoi. Donc, faut faire très, très, très attention. C'est leur côté culture et pour eux, c'est normal hein, de s'entourer de gens que vous connaissez, qu'on connaît bien et qu'on peut faire confiance. Mais moi, je voulais appliquer quand même une rigueur industrielle et pas gérer une entreprise comme gérer une famille. Hein, pas ce point-là. Donc là, on a fait de belles usines et après ça, il faut que je regarde même parce que après ça, je suis parti pour manager l'Amérique latine. Mais j'étais basé avec la famille sur Miami parce que déjà, c'est une super ville, hein, Miami, mais bon. mais au point de vue logistique et pour les déplacements de Miami, vous avez un vol direct sur chaque capitale d'Amérique latine. Hein, chose que vous n'avez pas si vous êtes basé à Rio, par exemple, parce qu'on avait un gros centre à Rio pour le Brésil. Si vous voulez aller au Chili, bah, vous êtes obligé de repasser par Miami, en gros. Ou alors par Mexico City pour revenir sur… Donc, il n'y a pas de vol direct. Alors que, bon, Miami, ça me permettait d'avoir ma famille qui restait dans la culture américaine et dans les écoles américaines. Pardon, il y a quelqu'un qui parlait Pas bien. Non, c'est bon. OK. Et là, on avait des installations donc, sur le Chili, l'Argentine, Buenos Aires, Rio. On a beaucoup d'usines et de laboratoires là-bas. Et j'ai fait environ 2 ans là, sur ces postes. Bon, là, c'était pas vivre avec eux. Là, je vivais à Miami, mais je me déplaçais toutes les semaines. En gros, c'était ça. Donc, je n'ai pas forcément été bien immergé dans les cultures différentes, sachant que j'ai passé pas mal de temps quand même sur côté Santiago, Chili. Bon, c'est quand même… j'ai beaucoup apprécié la nourriture, la diversité culturelle, et puis les gens sont quand même très attachants. C'est un peuple… on ne peut pas mettre tout le monde dans le même lot, mais bon, l'Amérique latine, c'est quand même… c'était une bonne expérience pour moi. Que ce soit professionnel ou en dehors, c'était une bonne expérience. Je ne sais pas si tu as des questions, Karl, là-dessus. Très bien. Hein, ça te va?
Pas bien. Et puis après, en 2000, vers 2018 ou 2019, par là, on m'a demandé d'aller au Canada. Hein? Donc, le Canada, basé sur Montréal, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Avant de rentrer en France, un petit séjour d'immersion en langue française au Québec, québécois. Et puis, mais je couvrais aussi Vancouver, Toronto, hein, Ontario et Montréal, où on avait une usine là. Et pour moi, j'ai retrouvé, il y a quand même beaucoup de similitudes entre les Français et les Québécois. Hein. Je ne dis pas avec les Ontariens ou autres, mais les Québécois assez grincheux quand même. Hein. On aime bien comprendre les choses avant de faire les trucs. On n'a pas forcément le même. J'étais un peu choqué déjà parce que on respecte beaucoup la hiérarchie aux États-Unis, comme je vous ai dit, alors que au Canada, j'ai senti qu'on challengeait quand même. Hein, par exemple, devant l'usine, aux États-Unis, vous avez la place pour le chef, le patron, il peut se garer là, et les autres là-bas. Et au Québec, non, non, tout le monde pareil. Hein, il n'y a pas de place réservée au chef, et puis ça passerait mal. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, car mais moi, ça m'avait choqué un petit peu. Je me suis dit, attends, le chef, c'est quand même le chef, il faut suivre. Et non, on aime bien comprendre. Le respect ou la compréhension de l'autorité est très, très différent. Et toi, tu as noté que le Québécois est très grincheux. Nous, au Québec, on trouve que le français est très grincheux. Mais rappelle-toi que je venais des États-Unis et de l'Amérique latine. Alors, tu avais une perception beaucoup plus américaine en arrivant ici. Et là, tu Ouais. retrouvais quelque part, tu touchais à notre quelques gouttes de sang gaulois qui nous restent dans les veines, qui nous rend grincheux comme le français. Oui. Bon, et quand j'allais en Ontario, en Ontario, je retrouvais beaucoup plus le côté américain, hein, avec et Vancouver, pareil. Alors, forcément, c'était un peu différent parce que quand j'étais à Vancouver, je retrouvais un peu plus le côté australien parce que je voyais, il y avait beaucoup d'Asiatiques et en Australie, il y a beaucoup d'Asiatiques. Donc, il y avait toute une culture avec beaucoup de différentes nationalités, donc avec une prédominance asiatique. Et quand j'étais sur Toronto, j'ai vu pas mal d'Indiens d'Inde mais aussi des migrés, je pense, d'Europe de l'Est aussi, qui étaient là-bas. Donc, on avait quand même un bon mélange de différentes cultures sur Toronto. J'avais un petit peu moins sur Montréal. Montréal, on avait peut-être quelques personnes d'Europe de l'Est, mais moins d'Asiatiques comparé à l'Ouest. Donc, en fait, c'était quand même bien différent entre Vancouver, Toronto et le Québec. Alors, le Québec, oui, j'ai retrouvé quand même ce côté gaulois un peu batailleur, là. Et en gros, je suis resté 2 ans et demi, hein, à Québec. C'est là où on s'est rencontrés, Carl. Et on a fait quelques missions dans tes classes. Et depuis 2021, à peu près, là, ça fait à peu près 2 ans où je suis rentré en France, sachant que je continuais à faire des déplacements sur les États-Unis et le Canada, mais réellement basé en France, sans me déplacer, ça fait à peu près 9 mois. 9 mois que je suis ici. Et je suis dans une usine qui est mon usine de départ d'il y a 40 ans. Et je gère les productions. C'est une usine beaucoup plus petite que celle que je vous ai décrite au Mexique ou aux États-Unis, mais avec plus de savoir-faire, puisqu'ici, on fait des verres uniques, des corrections extrêmes, des puissances extrêmes pour des gens qui, sans la correction, seraient aveugles et ne voient pas clair. Hein. Donc ici, on a un savoir-faire qui a nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est déjà beaucoup plus stable, les gens ne bougent pas. Et ils sont grincheux, ils n'aiment pas, ils pensent qu'ils ne sont pas au bon endroit, pas au bon boulot, mal payés, ou tout ce qu'on veut, ou la retraite elle n'est pas assez tôt, et donc on est grincheux surtout, mais ils sont très attachés à l'entreprise puisqu'ils restent là. Donc ça permet aussi
de pouvoir travailler, avoir cette haute technologie, ce savoir-faire français qui est un petit peu unique ici dans notre entreprise grâce à cette expérience de longue durée. Par exemple, le premier verre Varilux, le verre progressif, a été inventé ici. Hein, il sort d'ici, de cette usine où je suis. Alors, mais le gros choc, c'était un peu pire qu'au Québec pour moi, parce que ici, c'est vraiment grincheux. Hein, les gens, vraiment, donc, à peine arrivé qu'on me saute pratiquement à la gorge, à vous égorger en disant et le patron, exploiteur, exploitant, il faut. Avec moindre raison, il y a par exemple, aujourd'hui, c'est une journée de grève. Hein, c'est la grève pour les retraites en France et j'ai jamais eu de grève nulle part ailleurs. Il n'y a qu'ici que je vois ça. Hein. Et ils n'ont pas peur. Vous avez le CEO, le président de l'entreprise qui vient ici, les gens n'auront pas peur de l'interpeller et lui dire c'est pour quand les augmentations, on est mal payé. Vous voyez? Donc ça a été un choc pour moi parce que nulle part ailleurs, les gens se permettent d'interpeller le patron comme ça ou le responsable. Mais à la fin aussi fait. Et dis-moi, dans tout ce parcours de 40 ans, quel est l'endroit où tu as été affecté qui a été le plus difficile pour l'adaptation et pourquoi? Alors, le plus difficile vraiment, où j'ai vraiment souffert au début, c'est quand même l'Angleterre, parce que déjà, l'entreprise n'allait pas très bien. Donc, et je pense que les prédécesseurs avaient recruté il y avait eu beaucoup trop de laisser-aller. Donc, je devais faire, en plus de régler les problèmes techniques qui était quand même relativement surmontable pour moi, j'ai eu à régler les problèmes humains, voire des fois de bagarres dans l'atelier, hein, et des choses comme ça. Donc, il a fallu que je sois très, très strict sur la discipline. Hein. C'est comme toi, Carl, si tu ne tiens pas ta classe, ben, hein, s'il n'y a pas un minimum de respect ou de discipline, donc ça, il faut l'établir. Et quand vous avez 25 ans, hein, à peu près. Bon, je devais avoir entre 25 et 30 ans. Hein, donc, on est encore jeune, on n'a encore pas toutes les armes. Et que vous devez ménager des gens qui ont deux fois votre âge, qui ne sont pas tombés de la dernière pluie, comme on dit chez nous. Donc, c'est des gens qui vont vous tester. Donc, on vous teste pour beaucoup de choses. Tu es français, tu es de l'étranger, tu es français en plus. Ouais. On te teste encore 3 fois plus. On me teste encore 3 fois plus. Et je devais m'occuper aussi des équipes du matin, équipe d'après-midi, équipe de nuit. Hein. On va mettre tout ça en état. Donc, ça va que j'avais la forme à cet âge-là. Je pouvais faire de longues heures, venir le matin de bonne heure et quitter tard le soir, parce qu'il fallait que je manage toutes les équipes et aligner tout le monde. Donc, il a fallu vraiment que j'ai déjà le support de mon patron, hein, parce qu'il fallait qu'il me fasse confiance. Et faire confiance à quelqu'un qui est dans sa vingtaine, c'est pas sûr, hein, c'est pas gagné. Il y a ça. Après ça, je me suis battu avec le directeur financier, enfin battu verbalement, hein, le directeur financier, parce qu'il fallait que je remette en état des équipements. Donc, il fallait que j'investisse quand même un minimum, hein, sur le côté technique. Et justifier les investissements et disait, mais on ne peut pas se permettre de dépenser autant, voilà. Donc, alors qu'il fallait que je fasse ce minimum d'investissement, sinon vous ne pouvez pas travailler. Ce côté-là. Donc, après, il faut avoir une bonne personne aux ressources humaines qui ait confiance en vous et qui vous aide dans la discipline, parce qu'il faut montrer l'exemple. Il y a quelques personnes qui ont été trop loin ils se sont permis trop de choses, ils sont allés trop loin. Il a fallu discipliner, voire exclure des gens définitivement. Donc, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Hein. Mais c'était indispensable pour pouvoir rétablir un minimum d'ordre
et de fonctionnement. Et puis après, On t'a pas menacé, crever les pneus de ta voiture, non, rien de ce genre de... si, j'ai eu des menaces téléphoniques et tout ça. Et puis, et vous savez, ce qui m'a reconnu, une fois, j'ai fait un changement important dans les ateliers et j'ai deux employés qui sont venus me voir, ils m'ont dit, parce que c'est un moment où est-ce que je vais être encore, est-ce que la direction va me faire confiance encore ou pas? Et ces employés-là m'ont dit, c'est vous qui avez raison, monsieur Mathieu, nous, on ira voir le patron. On va leur expliquer que c'est vous qui êtes dans le juste. Eh bien, c'est beaucoup plus réconfortant que ça vienne du shop floor, d'une personne de l'atelier, on vous dise ça, plutôt que ce soit votre patron qui vous dise c'est bien, vous êtes dans le bon droit chemin. Parce que ça venait des gens qui connaissent le métier, qui savaient de quoi ils parlaient. Et ça vous donne, de temps en temps, vous avez besoin d'un petit coup de pouce comme ça pour remonter le moral et rentrer chez vous en disant bah oui, bon, on a fait quand même quelque chose. Et puis voilà. Et, bon, et après, au bout de 3-4 mois, ça allait beaucoup mieux. Et après, tout s'est bien déroulé parce que quand l'entreprise commence à gagner de l'argent, les employés, tout le monde en bénéficie en fait. Hein. On peut aussi revoir un peu les salaires et puis on peut embaucher des gens compétents et puis faire attention au recrutement. Voilà. Dans le recrutement, Alors, à l'inverse, je te poserai la question, dans ces 40 années, quel est l'endroit sur la planète où l'intégration a été la plus facile et pourquoi? La plus facile. J'ai du mal à trouver quelque chose de vraiment facile. En fait, il n'y a pas d'endroit facile. Ça, c'est, si on va à un endroit dans un pays en disant c'est facile, par exemple, j'aurais pensé que le Québec aurait été plus facile. Parce que je me dis, bon, au Québec, on parle français, même langue déjà, c'est dit gagner. L'entreprise, il y a 50 ans qu'on est là et ce n'était pas facile. C'était pas facile. Je reviens en France, je reviens dans mon fief, je suis né à moins d'1 heure d'ici, je me dis, c'est la culture, tout ça, je vais me retrouver. Et en fait, ce n'est pas facile. Alors, reposons la question. L'endroit où ce fut le moins difficile. Parce qu'on comprend maintenant, ce que je voulais souligner, c'est qu'on comprend que, quelle que soit la destination auquel on est demandé de travailler, ce n'est jamais facile. C'est ce qu'on doit retenir. Maintenant, dans les 40 ans, les différents endroits où tu as travaillé, l'endroit où ça a été le moins difficile. L'intégration s'est faite avec un peu plus de souplesse. Quelle serait cette destination? Oui, Je ne demande pas celle que tu as le plus aimée, l'endroit où ça a été le plus facile de s'intégrer dans tout ce fonctionnement. Alors, peut-être que j'ai trouvé assez facile dans les pays latins, hein, les pays latins comme je pense le Mexique, voir mes petites expériences, même si elles étaient courtes en Amérique latine, parce que je pense que peut-être que dans ma façon de faire, je suis aussi attaché aux gens. J'aime les gens, j'aime le contact humain. Les pays latins, même les Mexicains ou même l'Espagne, je dirais, les gens sont proches et sont sensibles au contact humain et ils ont besoin de chaleur humaine et de sentir ce respect. Donc, je pense que j'ai plus de facilité que par rapport par exemple, à l'Allemagne ou les pays nordiques. Où il n'y a pas que les pays nordiques. Quand j'ai pays nordiques, c'est la Suède, la Finlande et la Norvège, où j'ai trouvé que c'est un petit peu glacial. Il n'y a pas que le climat qui est glacial, mais il faut briser la glace, c'est difficile. Hein. Ils sont l'être humain réservés. est plus difficilement accessible. Ouais. Et les Allemands, pareil. Hein, même si on est, vous savez, ici, je suis à 2 heures de voiture, je suis en Allemagne. Et pourtant, on est complètement différents. Pas du tout la même chose. C'est pas du tout un pays latin. Hein. Finalement, ouais. Et j'ai beaucoup plus de mal avec ce côté-là. Ce côté un peu froid, un peu réservé, un côté un peu sérieux aussi. Parce que même si quand on travaille, c'est sérieux pour les résultats et tout ça, mais j'essaye d'avoir quand même beaucoup de
du plaisir au travail, voilà, du plaisir à voir les gens, leur demander comment ça va, comment ça se passe en dehors du travail, comment ils vont, comment leur famille et tout ça. Donc, ces contacts proches-là n'existent pas vraiment. Enfin, je ne les ai pas remarqués, je ne les ai pas trouvés dans les pays germaniques ou nordiques. Donc, pour moi, plus difficile. Et à ces jeunes qui vont bientôt terminer ce premier cycle universitaire, certains vont aller travailler dans des entreprises, des organisations, d'autres vont peut-être poursuivre vers la maîtrise. Qu'est-ce que tu leur recommanderais personnellement? Ouais, moi, j'ai vu, il y a des gens dans ta classe qui, je pense, viennent de différentes cultures, différents pays, et il faut pas que ce soit une barrière. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que des gens qui viennent d'Amérique latine ont du mal à rentrer dans le management aux États-Unis, par exemple, parce on peut quelquefois avoir un petit complexe de démarrage. Voire, ça peut être aussi sa jeunesse. Hein. On est plus jeune. Quand je vous disais, quand je suis jeune, j'ai 25 ans et je dois manager des gens de 50 ans, des gens qui ont l'âge de vos parents. Il faut y rentrer pour être soi-même, hein, ça c'est certain, mais aussi ne soyez pas complexés, hein, par les différences, par votre culture, par votre langue, par votre accent. Hein. Quand quelqu'un en Angleterre entendait le français parler avec son accent, moi, je pense que ça devait les faire sourire quelquefois, les erreurs qu'on fait quand on manipule une langue étrangère. Donc, ne soyez pas surtout pas complexés. Et puis être à l'écoute et puis apprendre de ses erreurs, hein, parce qu'on fait tous des erreurs. Et il faut quand même être persévérant. Hein. Ne vous arrêtez pas au premier échec du premier mois ou des 2 premiers mois, comme je vous ai raconté. Hein. En Angleterre, si je n'avais pas eu un peu ce soutien, soit de quelques personnes en dessous et du management, bah, j'aurais certainement jeté l'éponge et quitté. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Il faut s'accrocher. Quelles que soient les circonstances, et puis il faut quand même aussi beaucoup travailler parce que aujourd'hui j'ai beaucoup plus de crédit avec mon âge, alors, donc on m'écoute un peu plus, mais aussi j'ai beaucoup plus d'expérience. On m'a déjà reproché, j'avais 40 ans dans un mandat et un des cadres de l'organisation qui m'engage me regarde et me dit « Mais vous n'avez pas les cheveux blancs. » Ça veut dire que je n'avais pas d'un âge, d'une génération qui pouvait, donc mes commentaires ou mes suggestions pouvaient être crédibles parce que je n'avais que 40 ans. Ouais. Je trouvais ça insultant parce que j'avais la même coupe de cheveux qu'aujourd'hui et j'ai répondu, mais comment le savez-vous? Donc, c'est un peu arrogant, mais c'était aussi arrogant que le commentaire que je venais de recevoir en me disant « T'es trop jeune, t'es pas compétent, on ne t'écoute pas. » Et moi, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu en sais? J'ai tous les cheveux blancs. Aujourd'hui, j'ai tous les cheveux blancs et vous ne le voyez pas. » Ça reste un peu comme ça. Des trucs qu'on développe avec le temps. Dans la classe, est-ce que j'aimerais avoir de votre part commentaires, appréciations, questions pour M. Mathieu? S'il vous plaît. Allez. Wow. Pas de questions taboues, hein, allez-y. Non, mais chaque fois qu'ils ne posent pas de questions, je leur enlève tous un point, ils le savent. Hein? Alors, j'ai une question qui s'en vient. Je vais essayer de déplacer pour qu'on puisse y avoir accès. Comme ça. Comme ça. Voilà, Stéphania. Ma question, c'est au niveau personnel que professionnel. Parlez fort. C'est plus au niveau personnel, ma question. Comment ça a été avec la famille de vous déplacer autant de fois, avec les enfants, les écoles, ainsi de suite? C'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question parce que je pense que si je n'avais pas eu ma famille qui soit stable et puis qui veuille me suivre et puis qui m'encourage, je parle de mon épouse, on n'aurait pas pu, j'aurais pas pu faire la carrière que j'ai faite, c'est sûr. Alors,
mon épouse, quand on s'est connus, elle était très jeune et on s'est mariés, elle avait 19 ans. Hein, donc, on s'est mariés relativement jeune et elle a été… Dans un couple, il y en a un qui fait un petit peu un sacrifice quelque part parce qu'elle a arrêté ses études, elle est venue avec moi très tôt en Australie, en Angleterre, et puis, mais elle a tourné ça dans un sens en disant, bah, tiens, bah, je vais m'orienter vers l'enseignement et être prof d'anglais. Hein, étant donné que j'étais beaucoup dans les pays anglophones, donc elle a passé tous ses examens et ses études pour être prof d'anglais. Donc elle a trouvé. Et après ça, bon, ce qui n'était pas facile non plus parce qu'on a eu des enfants qui sont nés, je vous ai dit, il y en a un qu'on a élevé en Australie au début, il y en a une autre fille qui est née en Angleterre, et puis on a une petite dernière qui est née il y en a un en France, et puis il y en a une qui est née aux États-Unis, donc c'est pas évident parce que vous n'avez pas de soutien. Je vous ai raconté au début, il n'y avait pas Internet, pas de téléphone, pas de choses comme ça, donc il faut qu'on se soutienne les uns les autres, on n'est que deux avec nos enfants. Hein? Il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de cousine. Il n'y a pas de tout ça. Et puis, en plus, ils ne vous comprennent pas forcément. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi vous partez. Hein. Surtout en France. On dit on est tellement bien en France. Pourquoi c'est le meilleur pays au monde? Pourquoi on s'en va? Pourquoi vous partez? Donc, on n'est pas vraiment compris. On n'est pas compris. Et puis, donc, on dépend de nous-mêmes. Et quelque part, quand je disais qu'il faut faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'à un moment, quand je vous ai raconté, après l'Angleterre, on est revenu en France pendant 6 ans. C'est justement pour… Là, c'est moi qui ai fait un petit sacrifice parce que l'entreprise voulait m'envoyer encore dans différents pays. Et je me suis dit, non, on va reprendre en France pour que mon épouse puisse… Donc, c'est elle qu'elle puisse enseigner. Donc, elle a… vous savez, en France, il faut passer le CAPES et tout ça pour pouvoir enseigner et pratiquer, sinon vous ne qualifiez pas. Donc, d'un autre côté, c'est moi qui ai un petit peu redonné l'autre côté. Et en ce moment, je suis en France, là, pour ma dernière année avant la retraite, et ça permet aussi à ma femme d'enseigner, de faire le métier qui lui plaît. Donc, en gros, il faut de temps en temps qu'il y en ait un qui se sacrifie un petit peu, hein, et puis redonner à l'autre. Et puis, globalement, bah, tout seul, lui, je ne pense pas que j'aurais pu faire tout ça tout seul. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment. Et puis aussi, dans un couple, quand vous êtes deux, vous ne pouvez pas partir si vraiment la deuxième personne, si c'est un trop gros sacrifice. Hein. C'est des choses qu'il faut quand même discuter ouvertement. Hein. C'est comme quand on décide d'avoir un enfant. Hein. On ne fait pas tout seul, il faut quand même que le conjoint soit aussi d'accord. Donc, pour partir à l'étranger, il faut quand même essayer qu'il y ait un minimum d'accord entre les deux pour faire cette aventure. Autre question, autre intervention? Bon, alors, on va revenir vers moi. Hop, 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 hop. Voilà. Je nous prendrai un technicien pour faire tout ça. Voilà, Alain, mille merci. Moi, je trouve que c'est un partage d'une grande richesse. Ça nous permet, bien sûr, de comprendre des éléments qu'on a découverts en classe, qu'on a tenté de valider avec des modèles, mais les modèles, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ton expérience à toi, c'est l'expérience de Comelan et c'est l'expérience des autres conférenciers qui devraient venir nous visiter dans les prochaines semaines, qui permet de donner un ton de réalité à ce qu'on est en train de faire et sortir évidemment d'un livre. Cette fois-ci, parce que le cours est en français, ça m'a permis d'aller chercher un nouveau manuel. Et j'ai trouvé un manuel d'une autorité, une dame française qui nous a donné un document de travail qui, à mon avis, est très intéressant et très récent surtout, pour nous permettre d'apprécier un peu le travail que l'on fait. Alors, on te remercie beaucoup. Merci. Et puis, bon courage et bon succès à tout le monde. Hein. Donc… Merci beaucoup et je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée chez toi. Merci. Au revoir. Au revoir.